Histoire la pierre dans la tête du coq. La femme du voleur ne rit pas toujours. Celui qui trame la fraude travaille à sa propre ruine. Il n'y a pas de tromperie qui ne soit enfin découverte, pas de trahison qui ne se révèle. Les murs ont des oreilles et sont des espions pour les coquins. La terre béante et découvre le vol, comme je vous le prouverai si vous y prêtez attention. Il y avait autrefois dans la ville de Darkgrotto un certain homme nommé Minecco Agnello, qui était si persécuté par la fortune que tous ses meubles consistaient uniquement en un coq aux pattes courtes, qu'il avait élevé sur de la chapelure. Mais un matin, pris d'appétit, car la faim chasse le loup du fourré, il s'avisa de vendre le coq, et, l'emportant au marché, il rencontra 2 magiciens voleurs, avec lesquels il passa un marché. Et je l'ai vendu pour une demi-couronne. Alors ils lui ont dit de l'apporter chez eux et ils lui compteraient l'argent. Alors les magiciens s'en allèrent et, Minecco Agnello les suivant, les entendit parler ensemble et dire: Qui nous aurait dit que nous aurions une telle chance, Génaron? Ce coq fera notre fortune à incertitude par la pierre qu'il a, vous le savez, dans son crâne. Nous la ferons vite monter en bague, et alors nous aurons tout ce que nous pouvons demander. Tais-toi, Jacovuccio, répondit Génaron. Je me vois riche et j'ai peine à y croire, et j'ai envie de tordre le cou du coq et de donner un coup de pied au mendiant, car dans ce monde la vertu sans argent ne vaut rien, et un homme est jugé par son manteau. Lorsque Minecco Agnello, qui avait parcouru le monde et mangé du pain dans plus d'un four, entendit ce charabia, il tourna les talons et s'enfuit en courant. Et, courant chez lui, il tordit le cou du coq et, ouvrant la tête, il trouva la pierre qu'il avait aussitôt sertie dans un anneau de cuivre. Puis, pour tester sa vertu, il dit: Je souhaite devenir un jeune de 18 ans. À peine avait-il prononcé ces mots que son sang commença à couler plus vite, ses nerfs devinrent plus forts, ses membres plus fermes, sa chair plus fraîche, ses yeux plus ardents, ses cheveux d'argent se changèrent en or, sa bouche, qui était un village saccagé, il s'est peuplé de dents. Sa barbe, épaisse comme un bois, devint comme une pépinière. Bref, il devint un très beau jeune homme. Puis il répéta: Je souhaite un palais splendide et épouser la fille du roi. Et voilà, apparut aussitôt un palais d'une magnificence incroyable, dans lequel se trouvaient des appartements qui vous émerveilleraient, des colonnes qui vous émerveilleraient, des tableaux qui vous émerveilleraient. L'argent brillait partout, et l'or était foulé aux pieds. Les bijoux ont ébloui vos yeux. Les domestiques pullulaient comme des fourmis, les chevaux et les voitures ne se comptaient pas. Enfin, il y avait un tel étalage de richesse que le roi regarda ce spectacle et lui donna volontiers sa fille Natalisia. Pendant ce temps, les magiciens, ayant découvert la grande richesse de Minecco Agnello, mirent au point un plan pour lui voler sa bonne fortune. Ils fabriquèrent donc une jolie petite poupée qui jouait et dansait au moyen d'un mécanisme d'horlogerie. Et, s'habillant comme des marchands, ils se rendirent chez Pantella, la fille de Minecco Agnello, sous prétexte de le lui vendre. Lorsque Pantella vit la belle petite chose, elle leur demanda quel prix ils y mettaient. Et ils répondirent qu'elle ne devait pas être achetée avec de l'argent, mais qu'elle pourrait la voir et l'accueillir si seulement elle leur faisait une faveur, qui était de qu'ils voient la marque de la bague que possédait son père, afin de prendre le modèle et d'en fabriquer un autre pareil. Il lui donnerait alors la poupée sans aucun paiement. Pantella, qui n'avait jamais entendu le proverbe « Réfléchissez bien avant d'acheter quelque chose à bas prix », accepta immédiatement cette offre et,
Les invitant à revenir le lendemain matin, elle promit de demander à son père de lui prêter la bague. Les magiciens s'en allèrent et, lorsque son père revint à la maison, Pentella le cajola et le caressa, jusqu'à ce qu'elle le persuade enfin de lui donner l'anneau, sous prétexte qu'elle avait le cœur triste et qu'elle voulait se distraire un peu. Le lendemain venu, dès que le charognard du soleil balaya les dernières traces des ombres des rues et des places du ciel, les magiciens revinrent, et à peine eurent-ils l'anneau en main qu'ils disparurent instantanément, et non plus on n'en voyait trace, de sorte que le pauvre Pentella aurait cru mourir de terreur. Mais quand les magiciens arrivèrent à un bois, où les branches de certains arbres dansaient la danse de l'épée, et les branches des autres jouaient ensemble aux coques chaudes, ils demandèrent à l'anneau de détruire le sortilège par lequel le vieux homme était redevenu jeune. Et aussitôt on vit Minecco Agnello, qui se trouvait justement en ce moment en présence du roi, devenir tout à coup chenu, ses cheveux blanchir, son front se rider, ses sourcils se hérisser, ses yeux s'enfoncer, son visage se hérisser. Être ridé, sa bouche devenir édentée, sa barbe devenir touffue, son dos être bossu, ses jambes trembler et, par-dessus tout, ses vêtements scintillants se transformer en haillons et en lambeaux. Le roi, voyant le misérable mendiant assis à table à côté de lui, ordonna de le chasser sur le champ à coups et à coups de paroles dures, sur quoi Agnello, ainsi subitement tombé de sa chance, alla en pleurant vers sa fille et lui demanda l'anneau pour remettre les choses dans l'ordre. Mais lorsqu'il entendit le tour fatal joué par les faux marchands, il fut prêt à se jeter par la fenêtre, maudissant 1000 fois l'ignorance de sa fille, qui, pour une poupée idiote, l'avait transformé en un misérable épouvantail, et pour une misère de haillons, il l'avait lui-même mis en haillons, ajoutant qu'il était résolu à aller errer à travers le monde comme un mauvais shilling, jusqu'à ce qu'il ait des nouvelles de ses marchands. En disant cela, il se jeta un manteau autour du cou et un portefeuille sur le dos, remit ses sandales à ses pieds, prit un bâton à la main et, laissant sa fille toute glacée et gelée, il se mit à marcher désespérément jusqu'à ce qu'il arrivait au royaume de Deepole, habité par les souris, où, pris pour un grand espion des chats, il fut aussitôt conduit devant Rosecone, le roi. Alors le roi lui demanda qui il était, d'où il venait et ce qu'il vivait dans ce pays. Et Minecco Agnello, après avoir d'abord offert au roi un morceau de fromage en signe d'hommage, lui raconta un à un tous ses malheurs, et conclut en disant qu'il était résolu à continuer son travail et son voyage, jusqu'à ce qu'il apprenne des nouvelles de ces scélérats voleurs qui lui avaient volé un joyau si précieux, lui enlevant à la fois la fleur de sa jeunesse, la source de sa richesse et l'appui de son honneur. À ces mots, Rosecone sentit la pitié lui mordiller le cœur, et, voulant consoler le pauvre homme, il convoqua les souris les plus âgées à un conseil et leur demanda leur avis sur les malheurs de Minecco Agnello, leur ordonnant d'user de toute leur diligence et de s'efforcer d'obtenir quelques nouvelles de ces faux marchands. Or, parmi les autres, il se trouvait que Rudolo et Saltariello étaient présents, des souris habituées aux mœurs du monde et qui vivaient depuis 6 ans dans une taverne de grand lieu de villégiature voisine. Et ils dirent à Agnello: « Aie bon cœur, camarade. Les choses tourneront mieux que tu ne l'imagines. Tu dois savoir qu'un jour, alors que nous étions dans une chambre de l'hôtellerie du Horn, où les hommes les plus célèbres de le monde logent et se réjouissent, 2 personnes du château de Hook entrèrent, qui, après avoir mangé à leur faim et vu le fond de leur flacon, se mirent à parler d'un tour qu'ils avaient joué à un certain vieillard de Dark Grotto.
et comment il lui avait arraché une pierre de grande valeur, dont l'un d'eux, nommé Génaron, avait déclaré qu'il ne lui retirerait jamais le doigt, afin de ne pas courir le risque de la perdre comme l'avait fait la fille du vieil homme. Lorsque Mineko Agnello entendit cela, il dit aux deux souris que si elle se faisait confiance pour l'accompagner dans le pays où vivaient ces coquins et récupérer l'anneau pour lui, il leur donnerait une bonne quantité de fromage et de viande salée, qu'elle pourrait manger et déguster avec Sa Majesté le roi. Alors les deux souris, après avoir négocié une récompense, proposèrent de traverser la mer et la montagne, et, prenant congé de Sa Majesté souris, elles partirent. Après un long voyage, ils arrivèrent au château de Hook, où les souris dirent à Mineko Agnello de rester sous quelques arbres au bord d'une rivière qui, comme une sangsue, tirait l'humidité de la terre et la rejetait dans la mer. Alors ils allèrent chercher la maison des magiciens, et, voyant que Génaron ne lui enlevait jamais l'anneau au doigt, ils cherchèrent à remporter la victoire par stratagème. Alors, attendant que la nuit éteint avec du jus de raisin pourpre la face brûlée du ciel et que les magiciens se soient couchés et dorment profondément, Rudolo commença à mordiller le doigt sur lequel était la bague, après quoi Génaron, se sentant mal, prit la bague et la posa sur une table à la tête du lit. Mais dès que Saltariello vit cela, il mit l'anneau dans sa bouche et, en 4 bonds, il partit à la recherche de Mineko Agnello, qui, avec une joie encore plus grande qu'un homme à la potence lorsqu'un pardon arrive, transforma instantanément les magiciens en 2 crétins. Et, retournant son manteau sur l'un d'eux, il l'enjamba comme un noble comte, puis il chargea l'autre de fromage et de lard, et se dirigea vers Dipôle, où, après avoir donné des cadeaux au roi et à ses conseillers, il remercia pour tout le bonheur qu'il avait reçu de leur aide, priant le ciel qu'aucune souricière ne puisse jamais s'emparer d'eux, qu'aucun chat ne puisse jamais leur faire de mal, et qu'aucun arsenic ne puisse jamais les empoisonner. Puis, quittant ce pays, Mineko Agnello revint à la grotte sombre encore plus beau qu'avant et fut reçu par le roi et sa fille avec la plus grande affection du monde. Et après avoir fait jeter les 2 ânes d'un rocher, il vécut heureux avec sa femme, ne retirant plus jamais l'anneau de son doigt, pour ne plus commettre une pareille folie, car le chat qui a été brûlé avec le feu craint toujours la pierre froide du foyer. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.